Et ces dernières paroles de Saïdou Abacha avant de sortir du studio, il nous dit « J'aimerais vous le dire, vous avez l'art de mettre vos invités à l'aise. » On espère que ça va être le cas avec vous, Bahouri, que nous aimons très bien. Merci de vous être prêté à cette invitation de ce matin. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour et salut Mafou. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Vous êtes venu avec notre non, c'est vrai, de bonnes paroles. D'accord. Des grandes gueules. Alors, on va vous dire comme on m'a dit dans le quartier. Tonton, il salue ma faute. J'ai dit merci beaucoup. Non, Warile. Il faut donner de l'argent. Alors, on aborde avec vous la question de la transition. Jacques, oui. Bahouri est installé. Alors, la dernière fois que vous êtes passé ici, on a parlé des assises, mais en même temps, il y avait le dialogue qui désormais était transporté du côté des affaires religieuses Karma, après celui auquel vous avez participé avec les autres. Comment est-ce que vous analysez ce changement? Est-ce que vous vous dites c'est la même chose qui continue, ou alors on est en train de rechercher d'autres choses finalement, en continuant à rechercher davantage ceux qui ne sont pas venus avec vous à Riviera? Bon, de manière plus directe, je dois dire que le processus qui est engagé avec les religieux, c'est tout simplement pour permettre de faire participer ceux qui ne sont pas encore dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen. Donc c'est un processus pour montrer qu'il y a une volonté d'inclusivité et qu'en réalité, nous avons tous intérêt à se retrouver ensemble pour que les grandes décisions et les grandes orientations concernant le pays soient discutées ensemble, pour que certains ne se disent les pas grandes gueules. « Je ne suis pas de la partie puisque je suis dehors ». Non, il faut que tout le monde, déjà, tant bien que mal... Vous avez avancé, vous êtes allé jusqu'à produire un rapport qui comporte des recommandations. Et si aujourd'hui les quatre autres, puisqu'ils sont redevenus 4, décident de revenir finalement autour de cette table, je ne sais pas encore si c'est l'objectif recherché par le Premier ministre, est-ce que selon vous, il va falloir qu'il s'associe à vous sur ce que vous avez fait, ou alors qu'on reprenne quand même les choses avec eux, discuter comme vous avez discuté déjà entre vous? Non, moi je pense que, vous savez, il y a le principe de la continuité en toute chose. Vous ne pouvez pas commencer à digérer quelque chose et par la suite, lorsqu'il y a un autre mais, vous vous dites, tiens, ce que j'avais déjà digéré, il faut que je le réingurgite pour pouvoir avoir de la place pour des belles choses qui vont arriver. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fin de compte, ce serait même contradictoire par rapport à la volonté de dire il faut que le processus de retour à l'ordre constitutionnel soit accéléré. Parce que si on dit que tout ce qui a été fait, on revient encore à zéro, cela veut dire que nous-mêmes, nous sommes en train d'encourager le piétinement et du chronogramme. Et il y a des dates, il y a un processus qui est bien cadré. 1er janvier 2023, 31 décembre 2024. Et là, le CNRD s'est engagé auprès de la communauté internationale et auprès du peuple guinéen. Très bien. Alors, je ne sais pas si je peux continuer. Allez-y. Parce qu'en même temps, cette transition, vous faites bien de parler de ce chronogramme. Vous n'avez pas d'inquiétude, monsieur Bahouri. Ça a commencé en janvier. Et je sais qu'il y a 2 comités qui ont été mis en place, un comité de mise en œuvre des recommandations et puis un comité de suivi et d'évaluation, je ne sais pas auquel vous appartenez, et même si vous êtes de loin, désormais peut-être que vous avez du secrétariat technique désormais. Et peut-être que vous avez le compte rendu. Quelles informations vous avez par rapport à ce qui est en train d'être fait pour nous mener vers le retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui, concrètement? Vous savez que le cadre interguinéen de dialogue, en fait, c'est un observatoire, si je peux m'exprimer ainsi, pour voir est-ce que ce qui se fait par les départements sectoriels qui ont obligation de mettre en œuvre le processus sont en train de le faire. Et je pense que de ce point de vue, depuis décembre, janvier, il y a une parenthèse en dehors de cette vulgarisation des recommandations, des résolutions du cadre de dialogue qui a été popularisé auprès de l'opinion. Et pendant ces 2 mois, c'était beaucoup plus
une particularité et une attention au préalable, entre guillemets, que ceux qui se disent force vive ont mis sur la place. Et le gouvernement, à travers le Premier ministre et les religieux, se sont mobilisés pour ça pendant 2 mois. Et je pense que hier, on a reçu une note du Premier ministre demandant à rencontrer les présidents des coalitions politiques le jeudi prochain. Parce qu'en fin de compte, c'est comme si il y avait plus ou moins un certain attentisme. Et je pense qu'il faut que désormais que les choses reprennent avec plus de force, plus de vigueur, pour que le processus soit accéléré. Je pose la question, vous avez certainement vu ce chronogramme conclu, accepté avec la CEDEAO, qui avait quand même calibré les activités en fonction des mois. Oui. Et il y en a, si on considère que ça devrait démarrer en janvier, je me pose la question si ça a effectivement démarré et qui devrait durer 12 mois, 24 mois, 22 mois. Il y avait des situations comme ça. Aujourd'hui, quand j'ai demandé est-ce que vous avez des informations précises sur ce qui se fait par rapport, par exemple, au recensement général de la population, quelles informations vous avez, auxquelles vous avez accédé, le recensement pour l'établissement du fichier d'état civil, quelles informations vous avez, l'élaboration de la Constitution. Est-ce qu'on est en train concrètement, en tant que politique, d'avancer sur ces choses-là? Moi, je pense que la rencontre qui aura demain sera une occasion de faire le point, exactement, de clarifier les actions qui sont menées et puis de revoir l'agenda et le calendrier. Et je me suis même exprimé là-dessus en demandant au gouvernement, il faut communiquer. Nous avons besoin de savoir où est-ce que nous en sommes. Alors, Président, il faut communiquer, mais la question de Jacques est davantage renforcée par la texture, la configuration même du comité de suivi. On a posé la question aussi bien de la redevabilité que de la qualité des membres de ce comité-là. Comment se suivre soi-même, s'évaluer soi-même et rester toujours crédible à la face aussi bien des partenaires que de l'opinion. Peut-être avant de répondre à la question du comité de suivi, M. Ba, vous dites la rencontre de demain vous édifiera. Est-ce que vous êtes au même niveau que le citoyen lambda par rapport au déroulement de ce chronogramme? Est-ce que vous ne savez rien? Est-ce qu'il en sait même quelque chose? Justement, est-ce que vous en savez quelque chose? Parce que si vous n'en savez rien, parce que les gens se posent des questions, est-ce que justement la transition, ce chronogramme-là, a-t-il démarré? Quelles sont les actions qui sont menées jusque-là? Ou bien êtes-vous au même titre, au même niveau d'information que tout citoyen guinéen aujourd'hui? Bon, je dois dire que l'essentiel a déjà démarré. Et qu'est-ce qui est essentiel dans cette étape? Parce qu'il y a différentes tâches qui n'ont pas la même priorité par rapport à l'exécution du chronogramme tel qu'il a été arrêté au début. C'est le recensement administratif à vocation d'état civil. Pour que tous les Guinéens, même les nouveau-nés, puissent avoir leur extrait de naissance numérisé. Parce que c'est sur cette base qu'il y a disons la production d'un numéro d'identification qui est attaché individuellement à chacun d'entre nous de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce numéro qui va se retrouver dans tous les documents officiels de la personne qui va lui donner un statut de citoyen à part entière. C'est cela qu'il faut faire. Et de ce point de vue, comme vous le savez, depuis des mois, il y a déjà ce recensement qui a commencé. Je ne connais pas... Le recensement a commencé ou est-ce les préparatifs? On est toujours aux préparatifs. Non. Vous savez que beaucoup d'entre nous disposent déjà de la carte d'identité digitalisée. D'accord. Donc, nous avons déjà l'extrait de naissance numérisé. Donc, tous ceux qui ont actuellement leur extrait de naissance numérisé peuvent être considérés ayant franchi la première étape de l'enrôlement pour la confection du fichier électoral. Parce que c'est le fichier de l'état civil qui va être utilisé informatiquement pour extraire tous ceux qui auront plus de 18 ans. Et d'après certaines sources bien informées,
ils vont mettre à la disposition du pays et de l'étranger près de 15 000 kits. Vous savez qu'on a 330 sous-préfectures. Si en moyenne dans chaque sous-préfecture il y a 10 districts, ça vous fait 3 000 et 4 000 à peu près grosso modo. Donc 15 000 kits peuvent satisfaire dans une période bien limitée l'enrôlement de l'ensemble de la population. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Pour en terminer avec la question de Moussa Yero, ce que vous dites, là, vous nous l'apprenez. C'est vrai, on sait qu'il y a ce processus, mais à date, on ne nous dit même pas que l'Office national de l'identification n'a même pas encore véritablement commencé son travail. Défaut de texte, jusque-là, on en est là. Alors, le décret d'application. Voilà, la nécessité est au moins d'informer et de nous dire voici de quelle manière nous allons procéder. Le Guinéen n'en sait rien. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est pour cela je dis, lorsque vous gouvernez, vous avez l'obligation d'informer la population qu'est-ce que vous êtes en train de faire, où est-ce que vous en êtes à chaque étape, pour que la population puisse savoir où est-ce que nous en sommes, pour enlever les nuages et les confusions qui peuvent naître de part et d'autre. Et je pense que de ce point de vue, il y a un effort à faire. Il y avait une deuxième question, le comité de suivi. Vous avez suivi la composition du comité de suivi? Secrétariat technique Non, je parle bien du comité de suivi. Ils ont participé au dialogue. Une des conclusions, c'était que soit institué un comité qui suive la transition, qui l'évalue et qui fasse des comptes rendus périodiques. Mais on en a vu la constitution, la composition. Essentiellement, c'est les cadres de la présidence, du ministère de l'administration du territoire. De la communication. C'est eux qui ont la responsabilité de cela. En clair, celui qui met en œuvre est celui-là même qui va se suivre, s'évaluer et rendre compte de ses actions. Bon, je pense que de ce point de vue, vous savez, on a des travers dans notre pays. Ces travers bloquent nos actions et nous poussent à s'intéresser plus à des aspects superficiels. Les partis politiques, les coalitions, les organisations fêtières, chacun veut avoir une place. Si ils n'ont pas de place, ce sont les premiers qui vont sortir pour ruer sur les brancards. On a dit une transition inclusive. C'était le principe. C'est la nécessité. Vous savez, lorsqu'on veut quelque chose et son contexte difficile, l'inclusivité, vous devez prendre en compte tout le monde. Et en voulant prendre en compte tout le monde, vous vous retrouvez dans une certaine mesure avec, disons, des déficits. Or, il y a une autre démarche qui aurait pu, tout en laissant intactes les structures liées au dialogue inclusif pour que chacun se sente partie prenante, suivre pour rendre compte à sa structure, c'est bien. Mais c'est comme si on avait mis de côté les forces politiques, les forces de la société civile, parce qu'on n'a pas besoin d'émerger dans une structure pour que de manière régulière, qu'on soit informé, qu'on soit invité à se retrouver pour discuter, pour arrêter un principe et que les structures mises en place puissent mettre en œuvre la dynamique. Et peut-être, je pense que la rencontre de demain que le Premier ministre a initiée, c'est une manière de corriger ces imperfections qui se sont créées au fil du processus qui est tout à fait innovant. Alors, oui, à côté, il y a aussi, c'est vrai que les 4 possibilités de revenir, on sait qu'il y a eu des avancées quand même ces dernières semaines avec l'implication des religieux, mais l'autre facteur qui peut compliquer un peu les choses, c'est le dossier judiciaire. Est-ce que vous entendez un peu ce langage, parce que l'autre fois il y a eu le ministre de la Justice qui avait fait une sortie pour dire qu'il faut éviter de recevoir au niveau de la primaire, même si on sait qu'il y avait des raisons sous-jacentes à tout ça. Est-ce que ce volet aussi ne complique pas un peu la tâche, un peu aux autorités, mais également à certains qui veulent revenir autour de cette table concernant les dossiers judiciaires? Personnellement, bien avant même qu'on en arrive là, j'avais dit que le problème qui achoppe et qui fait qu'il y a trop de bruit autour de la feuille de route de la transition, c'est... les poursuites. Ce sont les poursuites, c'est la CRIEF. Or, de manière objective, il faut voir que les questions liées à la CRIEF
et les questions liées à la feuille de route de la transition, ce sont deux choses différentes qui sont de nature pas du tout de même genre. L'un des aspects, c'est un aspect purement des individualités, des personnalités qui sont, on leur demande des comptes par rapport à leur gestion antérieure. Ça, c'est une chose. Malheureusement ou heureusement, certains d'entre eux chapeautent des institutions politiques. Et donc, la confusion entre la personnalité morale politique et la personnalité individuelle a créé ce que nous avons constaté. Et donc, comment il faut faire? Il y a des principes qui régentent le droit, la séparation des pouvoirs, etc., etc. Donc, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Parce que ce que vous devez savoir et ce que nous devons savoir, que les questions judiciaires, ce n'est pas parce que j'aime bien l'Éva que je veux lui accorder des privilèges par rapport à la question de la justice. Ça crée une jurisprudence. Que vont dire les autres? Que vont faire les petits Mamadou qui n'auront pas les privilèges de Jacques Léoy? Est-ce que dans cette dynamique, ce n'est pas l'effondrement des institutions et que à partir de ce moment-là, c'est le règne de la jungle, c'est le règne de la violence et la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est ça le problème qu'un pays est en train de connaître aujourd'hui. Ce pays, c'est Haïti, où c'est la jungle, c'est le désordre. Et ce sont ces écueils qu'il faut, dans une certaine mesure, mesurer. Vouloir une paix momentanée, d'apaisement et aller rechuter plus tard. Le reste, ça pose des problèmes. Et c'est en ce sens que les questions, les préalables, ça n'engage que moi. D'habitude, on ne dit jamais de s'asseoir à l'action judiciaire. On demande d'avoir des aménagements pour favoriser, diligenter, et même s'il y a des poursuites, qu'il y ait par exemple la possibilité de liberté conditionnelle. Justement, c'est ce qui est demandé. Oui, c'est ce qui est demandé. Si tel est le cas, c'est en conformité avec les principes. Dans le cas des acteurs du FNDC, ce qui est demandé en termes de préalable. Justement faire cette part des choses, puisque dans les dossiers judiciaires, il n'y a pas que ceux qui sont concernés par la CRIEF. Il y a des acteurs politiques, justement, qui sont dans les liens de la justice pour des faits qu'on dirait quand même éminemment politiques. Bien sûr. Nous parlions surtout de ces gens, parce que je parlais récemment avec l'un des médiateurs, l'un des religieux, qui me disait que eux, à leur niveau, par exemple, la question des personnes poursuivis devant la grande gueule. Mais par contre, ceux qui sont à la maison centrale pour des faits de manifestation et ainsi de suite, de réunions politiques, par contre, que cette question est posée. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens, effectivement, il faut obtenir des réaménagements pour eux en attendant leur procès, parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas jugés? Non, je suis tout à fait d'accord. Bon, ce que nous souhaitons, parce que si on le dit, on nous taxera de nous immiscer dans les affaires judiciaires. Donc, ce qu'on peut souhaiter, de la même manière qu'on l'avait fait pour d'autres, lorsque, après l'élection du troisième mandat, on s'était engagé, on était même allé à la prison pour rencontrer les personnes qui étaient détenues. Et on avait demandé au régime déchu d'aménager des dynamiques pour favoriser de meilleures conditions de détention, d'activer la possibilité pour que certains d'entre eux puissent obtenir des libertés provisoires pour se soigner ou pour se reconstruire, parce que ça ne sert à rien de les garder en prison au risque de détériorer leur santé. Donc je pense que de la même manière, il serait la bienvenue, en tenant compte de l'intérêt national, que par exemple pour tous ceux qui sont dans ce cas-là, qu'il y ait des attitudes en conformité avec les procédures judiciaires permettant des aménagements pour les mettre dans des conditions beaucoup plus idoines
pour eux-mêmes et pour l'intérêt du pays. Très bien. Bahouri, leader politique guinéen, vous le connaissez si bien. Il s'exprime sur la gouvernance globale de la transition guinéenne. En particulier, là, nous sommes sur le sujet du dialogue politique, du difficile dialogue politique, mon cher Obi. Du très difficile dialogue politique. Corrigez-moi si je me trompe dans la nomination des entités. À la finitude, est-ce qu'on se perd pas un peu dans la création d'un pléthore de comités au cours de ce dialogue? Je parle, on a le comité de suivi, on a un secrétariat technique, on a les 3 gens d'arc, je veux parler des grandes gueules, Makalé, Aïchaba et autres. Joséphine. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une perte de coordination dans le suivi de ce dialogue qui fait évidemment qui fait partie des difficultés que nous connaissons? C'est mon analyse. Bon, vous savez, c'est une expérience, c'est une première expérience. Donc, il va de soi qu'il peut y avoir, disons, des difficultés de trouver la meilleure formule pour la meilleure attitude. Et bon, vous savez aussi que tout cela est chapeauté par le Premier ministre, oui, bien chef entendu, du gouvernement. Et donc, il y a des ajustements à faire. Il faut être flexible, il faut être pragmatique. Et il faut prendre garde à ne pas être bouffé par une certaine une attitude bureaucratique. Vous savez, c'est facile. À chaque fois, on construit des commissions, des secrétariats qui peuvent être parfois budgétivores. Oui, justement. Alors que l'essentiel... Est-ce que ça ne disperse pas les armes? C'est possible. Et puis, ça fonctionnarise malheureusement certains de nos compatriotes. Et parfois, dès qu'on se fonctionnarise dans ce genre de processus, on risque de perdre de vue les motivations essentielles. J'expliquais dernièrement, Monsieur Vore, j'expliquais dernièrement que ça peut bien payer, c'est très lucratif. Bien sûr. Et on n'a pas intérêt à en finir c'est clair. Si on est bien payé. Mais voilà pourquoi tout le monde veut devenir médiateur international. Et que finalement une certaine forme de dichotomie s'installe. Bon, c'était réalité. Il faut prendre conscience de ces problèmes et éviter que cela empiète sur le fonctionnement normal. Et là, le Premier ministre, chef du gouvernement, a un rôle essentiel. C'est lui qui supervise l'ensemble du processus, mais sans pour autant se mettre toujours dans l'opérationnel, parce qu'il y a des ministères, des ministres qui sont en charge de certaines activités. Donc c'est un jeu d'équipe, c'est comme si vous êtes le capitaine ou l'entraîneur. Il faut éviter de vous substituer à tout le monde. Les grandes gueules. Tout le monde va se croiser les bras et vous regarder, et en fin de compte ça risque de... Parce que pour ma dernière question, c'est parce que s'il y a un effort qui est abattu par la commission de suivi ou le secrétariat technique, et que de l'autre côté, le ministère de la décentralisation et le ministère de la justice, qui sont des acteurs majeurs de ce dialogue, eux font le contraire, c'est difficile. Je pense. C'est difficile pour vous d'aller voir les acteurs politiques, c'est difficile pour le secrétariat de faire une compilation de données quand ça n'arrive pas, c'est difficile pour les 3 gendarmes d'aller dialoguer avec tel ou tel parti politique, parce que tout simplement, la justice prend un autre chemin, la décentralisation est assis tranquille, ne fait pas son boulot, donc finalement on a l'impression que c'est un travail de façade. Non, je pense que les problèmes que vous évoquez, il ne faut pas les occulter. Ça fait partie de la réflexion globale qu'il faut avoir à mi-parcours. Parce que lorsqu'on commence un processus, il ne faut pas dire que tout ce qu'on fait est bien et joli. Il faut se dire à chaque fois, est-ce que ce que nous faisons va dans le bon sens? Est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dériver? Donc je pense après 3-4 mois, c'est le moment de se dire, tiens, posons-nous la question, est-ce que nous faisons correctement les choses? C'est ça, Président, mon problème avec le comité de suivi, parce que vous vous supervisez vous-même, c'est le département de l'administration du territoire, lui qui aurait dû superviser, ce sont ses cadres principaux qui sont à ce comité de suivi. On rend compte à qui... Ce comité aurait dû être mixte. Oui, à la base. Il est mixte. Mais c'est avec une forte présence gouvernementale. C'est ça la préoccupation. Ça, le problème. Comment se juger sans complaisance? Et c'est la raison pour laquelle moi j'estime que la réunion de demain,
que le Premier ministre doit avoir avec les coalitions politiques. En fait, ces genres de réunions, de manière régulière, peuvent suffire pour savoir est-ce qu'on avance, ou est-ce qu'on recule, ou est-ce qu'il faut corriger. Et le secrétariat, même si on ne remet pas en cause ce qui est déjà créé, mais que ça puisse être avec l'ensemble des coalitions le moment où on se pose les questions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce que chacun d'entre nous assume correctement ses tâches? À partir de ce moment-là, on peut corriger et sans trop bureaucratiser le processus. Parce que plus il y a la bureaucratie, plus il y a l'immobilisme et on se perd dans des dédales où on ne se retrouvera pas. La bureaucratie, la crainte, c'est un peu la crainte de Bahouri ce matin. Guy Bamilimouno. J'aimerais moi vous entendre. Nous arrivons, on a une minute. Sur un autre sujet, c'est votre passage au procès du 28 septembre. Et on a vu cette sortie en tant que témoin. Et après votre passage aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comme on dit, devoir de vérité et réconciliation des mémoires. Pour vous, c'était important de prendre la parole à l'occasion de ce procès. Et j'avoue que... Pour terminer, M. Bahouri, avant la politique, après vous pouvez terminer avec la question de la justice. Il y a récemment cette polémique qui a été créée autour d'un compte à rebours qui a été mis en place par l'ambassade des États-Unis. Ici, ça a suscité beaucoup de réactions, notamment de la part du gouvernement. Et de l'autre côté, il y a un pan de l'opposition politique et sociale qui s'est saisi de ce compte à rebours pour, selon eux, mettre la pression pour que la transition puisse se terminer à la date indiquée par l'entente entre la CEDEAO et les autorités actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis de l'autre côté, au bout du bout, c'est pour aller à des élections. Carrément. Comment se porte l'UDRG aujourd'hui? Alors, on me dit que j'ai même plus une seconde. Alors, s'il vous plaît, très très rapidement, Président, sur les questions qui vous sont posées. Non, je pense que par rapport au procès, je suis heureux d'être encore là et d'avoir livré mon témoignage parce que c'est un devoir de mémoire. D'accord. C'est une responsabilité que je suis honoré d'avoir fait pour rendre hommage à tous ceux qui ne sont pas là et qui n'ont pas vécu ces moments ou qui sont tombés à l'intérieur du stade du 28 septembre. Très bien, très bien. Désolé, Président, on n'en peut plus. Oui, c'est ce qu'on me... Je n'ai même plus une fraction de seconde. C'est qui le mur? Rapidement. Il faudra activer le micro. Pardon, je m'oublie. Alors, le mur du jour, c'est Ruby, il en a pris 3. Et notre invité, M. Bahouri et Mara, en ont pris 2 chacun. D'accord, le vainqueur, c'est donc Ruby. Oui, c'est ça. Merci, Président. De M. Bahouri, merci. Merci de beaucoup, vous être prêté à nos questions. Salut ma foi encore. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre sens de compréhension. Merci. Nous avons été bousculés par des invités encore ce matin. On se dit demain dès 9h et ce sera Moussa Hero que vous retrouverez ici même. Toute l'équipe se mobilisera. Ce sera autour de 9h. Merci les gars. Et les go aussi. Merci pour la régie et les studios. On dit les gars et les go. C'est l'équité. On se dit demain à 9h. D'accord. Elle veut pas être go.